bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'avais envie d'aborder un biais cognitif qui, je pense, est un peu sous-coté. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément celui dont on parle le plus, alors que, à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'observe, ce biais cognitif fait littéralement des ravages actuellement dans la société, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on parle de ce sujet-là. Petit disclaimer, il fait très chaud actuellement là quand je tourne cet épisode, donc j'ai la clim qui fonctionne à fond, donc c'est possible que vous entendiez un petit bruit de fond, donc je suis désolée déjà d'avance, je m'excuse pour ce petit bruit, j'espère que vous l'entendrez pas trop et que ça ne gênera pas trop votre écoute. Petit rappel de ce qu'est un biais cognitif pour ceux qui auraient besoin qu'on repose un petit peu cette base. Un biais cognitif, en fait, c'est tout simplement un raccourci mental que votre cerveau va utiliser pour traiter une information plus rapidement et plus facilement. Parce que le cerveau a, entre guillemets, besoin de simplifier au maximum les choses pour économiser de l'énergie cognitive. Donc, il existe des dizaines et des dizaines de biais cognitifs et ils sont totalement inconscients. Enfin, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont ces raccourcis de la pensée. Et même quand on connaît les biais cognitifs, on aura en règle générale même pas conscience qu'on est en train de réfléchir de façon biaisée quand on est en train de réfléchir de cette façon-là. Alors bien évidemment, plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez connaître ces biais, plus vous allez faire un effort de conscience de ce que vous êtes en train de penser et comment vous êtes en train de penser, plus vous allez être en mesure d'identifier quand vous êtes en plein dedans, que vous êtes en plein dedans. Mais voilà, de prime abord, c'est quelque chose qui est totalement inconscient. L'intention de base de votre cerveau, elle est très bonne. Ça, il faut en avoir conscience. C'est pas pour nous casser les pieds, c'est pour nous aider. C'est pour notre bien. En tout cas, on va dire que c'est comme ça que le cerveau réfléchit, entre guillemets. Ça part vraiment d'une bonne intention. Il faut économiser de l'énergie pour notamment pouvoir assurer la survie si on se retrouve dans le cas de figure où ça devient nécessaire. Donc, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, qu'on fonctionne comme ça. Ça, il faut le savoir. Mais la contrepartie, c'est que ces biais nous font voir la réalité de manière totalement déformée, du coup. Maintenant qu'on a dit ça, quel est le biais cognitif dont je voulais vous parler aujourd'hui ? C'est celui de la pensée dichotomique. On l'appelle aussi la pensée tout ou rien, ou la pensée noir ou blanc. La pensée dichotomique, c'est donc un biais cognitif, une distorsion cognitive, qui nous amène à percevoir les choses de manière extrême et sans nuance. C'est donc une forme de pensée binaire, c'est-à-dire que on va voir les choses de la façon suivante. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Soit c'est une réussite, soit c'est un échec. Soit on a réussi, soit on a raté. Soit on est fort, soit on est faible. Soit la personne en face de vous est votre ennemi, soit c'est votre ami. Soit quelque chose est utile, soit c'est inutile. Enfin, je pourrais continuer encore comme ça longtemps. Je pense que vous avez compris le principe. Un petit mot sur pourquoi on a cette tendance, parce que je vous ai dit qu'il y avait l'explication par rapport à l'économie d'énergie. Il y a d'autres choses qui rentrent, qui sont à l'origine de ça. Je pense que c'est important de comprendre, de connaître cette origine pour comprendre la suite justement. Bon, déjà, on a vu que le cerveau, via les biais cognitifs, cherchait à économiser de l'énergie. Et là, très clairement, on est en plein dedans. C'est beaucoup plus simple de n'avoir que deux options, n'avoir que deux extrêmes, plutôt que de considérer tout un tas de nuances. Cognitivement parlant, c'est moins énergivore. S'il y a deux options, on ne se prend pas la tête, on ne se fait pas des nœuds au cerveau à savoir est-ce que c'est plutôt l'un, plutôt l'autre, est-ce que c'est un mélange, est-ce que si, est-ce qu'il y a... Non, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est simple. Donc ça, le cerveau,
il adore. Ce qui se passe concrètement à ce moment-là dans votre cerveau, quand on est en plein dans la pensée dichotomique, c'est qu'il va y avoir une hyperactivation de l'amygdale, donc l'amygdale, ça correspond à la partie émotionnelle, et dans le même temps, vous allez avoir une sous-utilisation, une sous-mobilisation du cortex préfrontal qui correspond à la partie rationnelle. Il faut savoir également que c'est un biais cognitif qui est très présent chez les enfants, enfin dans l'enfance, on le retrouve beaucoup tout simplement parce que les enfants n'ont pas un cortex préfrontal suffisamment développé pour intégrer la nuance dans leur réflexion. Le truc, c'est que ça peut perdurer à l'âge adulte, notamment si c'est renforcé par l'éducation. Donc si par exemple un enfant a beaucoup entendu dans son enfance des choses comme si t'es pas le premier de la classe, voilà, enfin à l'école, dans un sport, peu importe, c'est pas bien, c'est un échec, voilà, en gros c'est soit tu gagnes, soit t'es le premier, soit c'est un échec et t'es nul, bah ça va faire que la pensée dichotomique, elle va être encore plus présente, ça va être un biais cognitif qui va être encore plus en première ligne à l'âge adulte. Autre chose qui va favoriser ça, on va avoir les traumatismes. Tout ce qui va être le rejet, l'humiliation, la trahison, tout ça, ça va amener le cerveau à favoriser encore plus ce type de traitement de l'information, parce qu'il va considérer cette façon de faire comme quelque chose de protecteur. Par exemple, je ne peux faire confiance à personne. Pour le cerveau, ce type de pensée-là, ça permet d'éviter de ne plus se faire avoir à nouveau. Et puis ce qui favorise aujourd'hui, et c'est un petit peu moi ce qui m'a motivé à faire cet épisode-là, ce qui favorise grandement la pensée dichotomique aujourd'hui, c'est peut-être même, enfin en tout cas c'est mon avis, le plus dangereux, ce sont les réseaux sociaux et notamment les algorithmes, enfin plus précisément les algorithmes des réseaux sociaux. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi dans les grandes lignes? Il faut comprendre, j'explique assez simplement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui savent maintenant comment les algorithmes fonctionnent, mais en fait c'est assez simple, on va prendre les formats TikTok et Reels d'Instagram, parce que c'est la même chose en fait, vidéo. Enfin, sur Instagram, il y a aussi des posts qui sont transformés, enfin, qui apparaissent dans les Reels, mais en gros, c'est voilà, un contenu, on swipe voilà, vers le haut pour passer à un autre, c'est des contenus courts, enfin, voilà, vous avez compris le truc. Comment l'algorithme va fonctionner? C'est que, mais ça va être aussi, je prends cet exemple-là, mais ça va être aussi pareil sur Twitter. Ça va être pareil alors sur Facebook je sais pas trop parce que comme on est amis avec des gens et tout, mais en tout cas là de toute façon où il y a le plus de problèmes c'est TikTok, Instagram évidemment avec les Reels et Twitter, enfin X, anciennement Twitter, c'est là où c'est le plus la cata. Donc comment ça fonctionne? L'algorithme va identifier les contenus, va réfléchir à quel contenu il doit vous proposer sur la plateforme en fonction, il va déterminer quel contenu il doit vous proposer en fonction du temps que vous allez passer sur un contenu, plusieurs contenus. C'est-à-dire, vous allez passer, je sais pas moi combien de secondes c'est exactement, mais vous allez passer par exemple 5 secondes, 10 secondes sur un contenu, parce que ça vous interpelle, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est peut-être quelque chose qui fait peur, peu importe. Vous allez passer plusieurs secondes sur un contenu, vous allez peut-être même le regarder en entier ou le revisionner parce que c'est allé assez vite, vous n'avez pas tout enregistré. Et c'est un contenu qui transmet un point de vue assez extrême. Quand je dis extrême, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de forcément hyper abusif, où on perçoit tout de suite que c'est quelque chose de dangereux. C'est pas ça. Extrême, c'est tout simplement dans le sens de, comme on le disait tout à l'heure,
c'est noir ou blanc, c'est bleu ou rouge, c'est oui ou c'est non, c'est... on va en reparler tout à l'heure, mais avec deux pays qui s'opposent, c'est tel pays ou tel pays. Vous voyez, c'est binaire. Donc extrême dans le sens où il n'y a pas de nuance dans ce discours-là. Il y a un point de vue très clair, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Il faut faire ci ou il faut pas faire ci. Vous voyez ? Et en fait, vous allez tomber sur un contenu comme ça, et il y a de plus en plus de contenu comme ça déjà sur les réseaux. On va en reparler après. Donc vous allez regarder plusieurs secondes de ce contenu-là, c'est pas forcément votre façon de penser, ça. Mais vous restez sur le contenu, vous vous éduquez, voilà. Vous voulez quand même entendre ce que la personne dit. Le problème, c'est que du coup, l'algorithme se dit « Ah, ça, c'est un contenu qui l'intéresse. » Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui proposer encore plus de contenu qui transmettent cette même idée. Donc, avant, vous consommiez pas forcément beaucoup ce type de contenu-là avec cet extrême-là, cette idée-là. Mais là, maintenant, à chaque fois que vous allez sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, c'est de plus en plus de posts que vous voyez avec cette idée extrême. Donc au fur et à mesure, parce que l'algorithme, lui, il va pas commencer à se dire « Oui, mais alors attention, parce que si on parle d'un extrême, il faut aussi qu'on lui balance des contenus de l'autre extrême, et puis il faut aussi qu'on lui balance des contenus qui sont nuancés. » Non. Ah non, l'algorithme, il fonctionne pas comme ça. L'algorithme, c'est tel point de vue, apparemment ça t'a intéressé parce que t'as regardé en entier, voire même tu l'as regardé 2 fois, moi je vais te rebalancer d'autres contenus qui disent exactement la même chose. Et comme vous n'avez pas l'extrême opposé et que vous n'avez pas non plus des contenus nuancés sur ça, vous allez de plus en plus vous enfermer dans cette pensée extrême, dans cette pensée binaire, parce qu'en plus, dans le cœur de ce que la personne va vous raconter, déjà, elle va être dans une pensée binaire, et vous allez finir par adopter encore plus cette pensée-là, au fur et à mesure que vous allez voir de plus en plus de contenu dans la même veine, parce qu'il n'y a pas de contenu nuancé ou opposé pour contrebalancer, on va dire. Et puis évidemment, il y a aussi l'effet de groupe qui s'ajoute, parce que c'est pas juste les contenus que vous allez voir, c'est aussi les commentaires. Dans les commentaires des tweets, des reels, etc., vous allez retrouver les mêmes choses. Vous allez retrouver aussi des personnes qui vont être soit dans un extrême, soit dans l'autre. Et donc, au bout d'un moment, comme il y a de moins en moins de nuances qui vous est proposées, vous allez aussi adopter cette pensée-là. Bref, dans quoi on va retrouver cette pensée dichotomique ? Parce que là, je vous ai parlé des réseaux sociaux, etc. On va y revenir de toute façon. Mais c'est pas que là que ça va poser problème. Déjà, on va retrouver ça va poser problème au niveau de l'estime de soi. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des pensées de type, on va penser de la façon suivante, soit je réussis tout, soit je suis nulle. Soit tout ce que je fais est une réussite, soit je ne suis pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup, si je ne réussis pas quelque chose, ou si j'ai du mal à faire quelque chose, ça veut automatiquement dire que j'ai moins de valeur ou que je ne suis pas à la hauteur. Dans les relations, par exemple, on va retrouver des choses comme si par exemple plusieurs personnes m'ont déçu, je vais avoir tendance à penser que je peux faire confiance à personne. C'est-à-dire soit tout le monde est digne de confiance, tout le monde se comporte bien, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de déception, etc. Auquel cas je peux faire confiance aux gens. Par contre, s'il y a la moindre trahison, déception, peu importe, là ça veut dire que je ne peux pas faire confiance aux gens. Voilà. Il n'y a pas de nuance entre les deux, c'est l'un ou l'autre. Dans le travail ou par rapport à vos objectifs, on peut retrouver des choses comme par exemple, je dois être impérativement performante et ultra productive tous les jours, sinon ça veut dire que je suis paresseuse, je suis pas assez déterminée et finalement, je mérite pas mon succès. On va retrouver ça aussi avec l'image de soi. Ça fait partie des sujets sur les réseaux sociaux où ça fait des ravages.
c'est soit parce que la maigreur dans notre société est quand même depuis longtemps associée à la beauté, soit je suis mince et donc je suis belle, soit je ne suis pas mince et à ce moment-là je suis moche. Évidemment, on va retrouver ça aussi en politique, n'est-ce pas? C'est un peu un des biais cognitifs préférés des politiques des extrêmes. Vous comprenez facilement pourquoi. Insécurité, immigration, droits LGBT et autres sujets qui ont tendance à fortement diviser. Sur tous ces sujets-là, c'est la pensée dichotomique qui prime. Et je dirais même, on y reviendra après, que c'est même presque utilisé comme un outil par ces personnes-là qui ont tout intérêt finalement à faire en sorte que les gens réfléchissent encore plus de cette façon-là. Je parlais tout à l'heure de l'image de soi. J'ai oublié de donner un exemple qui est important aussi, qu'on retrouve justement sur les réseaux sociaux. Là, on est un peu dans les exemples qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux. Il y a un peu cette idée de soit tu fais partie de ces gens qui sont dans le fitness, qui ont un corps ultra esthétique, qui mangent très sainement, entre guillemets, je mets des guillemets, qui ont une diète vraiment carrée, etc. Soit, si tu fais pas tout ça, tu te laisses aller. Tu te négliges. T'as pas pris ta vie en main, en fait. Il y a même la notion de valeur qui est associée à ça. On met plus de valeur sur les personnes qui ont vraiment une certaine esthétique, qui prennent soin d'elles, entre guillemets, en faisant du sport, etc. Et puis, de l'autre côté, on a ceux qui ne font pas ça, qui sont automatiquement considérés comme des personnes qui se laissent aller, qui prennent pas soin d'eux, etc. Moi, je retrouve ça aussi, personnellement, dans mon industrie, dans le développement personnel en règle générale, et on va dire aussi avec la psychologie, etc. Il y a vraiment cette notion d'étiquette et de statut, avec notamment une pensée très 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 répandue, malheureusement, je pense, qui est que soit, c'est un peu cette injonction au diplôme, vous voyez, soit tu as des diplômes et du coup, tu es légitime dans ton travail, dans tes contenus, etc. Tu es légitime de t'exprimer. Soit tu n'as pas de diplôme. Alors quand je dis diplôme, c'est cursus universitaire, diplôme d'État, etc. Donc soit tu n'as pas de diplôme, et si tu n'as pas de diplôme, tu es automatiquement un charlatan. Voilà. Il n'y a pas de nuance entre les deux. C'est le diplôme fait foi. Quelqu'un qui a un diplôme, c'est forcément quelqu'un qui est légitime de parler et qui dit vrai. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, c'est forcément un charlatan. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on retrouve de plus en plus cette façon de penser-là. Et puis on retrouve aussi beaucoup la pensée dichotomique dans cette culture du perfectionnisme et de la performance. Avec cette idée de soit on est le meilleur, soit on cherche du moins à être le meilleur, soit on n'a aucune valeur. Soit on a une vie de rêve, soit notre vie, elle vaut pas grand-chose. Soit on a fait quelque chose de notre vie et aujourd'hui on a une vie qui impressionne sur les réseaux, soit on a gâché notre vie et on n'a pas pris les choses en main et on n'a rien fait de notre vie. Soit tu fais tout pour réussir, quitte à bosser des 60 heures par semaine, etc. Soit t'es pas vraiment ambitieux. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver notamment le piège du concept de la meilleure version de soi-même que je détaille dans ma masterclass Le Code et j'explique comment contourner, ne pas tomber dans ce piège-là et comment y remédier. Les conséquences, pour résumer, ça va être quoi ? Évidemment, ça va entraîner du stress et de l'anxiété, mais aussi de la pression, étant donné que la moindre erreur, la moindre faille va être vraiment vécue comme un drame. Tout ça, ça va nous mener tout droit à l'autosabotage, puisque on va très vite abandonner
Dès qu'on va faire une erreur, dès qu'on a l'impression qu'on s'est trompé ou qu'on a perdu du temps ou que quelque chose, par exemple, est imparfait, on va abandonner, on va pas le sortir, on va repousser, on va se freiner en pensant que c'est foutu. Je viens d'en parler à l'instant, mais évidemment, ça va entraîner quoi ? Du perfectionnisme, et un perfectionnisme particulièrement rigide, puisqu'on va rechercher la perfection en permanence. Si c'est pas parfait, c'est pas la peine. C'est soit c'est parfait, soit c'est pas à la hauteur, ça n'a pas assez de valeur, ça ne peut pas être proposé, ça peut pas être publié, voilà, ça peut pas sortir. On va évidemment se retrouver avec une instabilité émotionnelle, ou plutôt un manque de stabilité émotionnelle, parce que évidemment nos émotions, elles vont aussi aller dans les extrêmes, et on va alterner notamment entre une joie qui va être presque euphorique à certains moments, et à côté de ça, un désespoir des plus totales. C'est-à-dire que ce fonctionnement binaire, on va le retrouver aussi dans nos émotions, du coup, puisque nos émotions sont conditionnées par nos pensées, par nos croyances. Donc cette façon de penser-là va directement influencer nos émotions. Évidemment, on va se retrouver avec des blocages relationnels. Logique, on en a parlé un petit peu précédemment, étant donné qu'on va catégoriser les gens. Donc ça va pas nous aider. On va avoir du mal à pardonner. On va avoir du mal aussi à apporter évidemment de la nuance dans les comportements. Ça va être tout de suite, c'est l'un ou c'est l'autre. On va tout de suite être soit dans la permission totale, soit dans la condamnation totale. Il n'y aura pas d'entre-deux. Et on va, comme je le disais, catégoriser les gens. Ce qui va donner des choses du style, si quelqu'un fait telle chose, alors c'est forcément quelqu'un de nanani nanana. C'est forcément une mauvaise personne, c'est forcément une bonne personne, c'est forcément ci, forcément ça. Et donc à l'inverse, si la personne ne fait pas telle chose, c'est l'opposé. Et puis il n'y a rien entre deux, encore une fois, il n'y a pas de nuance entre les deux. C'est l'un ou l'autre. Globalement, qu'est-ce que ça crée tout ça chez nous ? Et c'est ça, pour moi, parce que là je vous ai donné plein d'exemples, mais le cœur du problème il est là, c'est qu'en fait on va être en décalage complet avec la réalité. Ce qui va nous amener à poser des actions qui vont être très néfastes pour nous-mêmes et pour les autres, notamment parce qu'on va mettre tout le monde dans le même panier sur un sujet, et on ne peut pas être juste notamment envers les autres quand on met tout le monde dans le même panier. La pensée dichotomique, elle nous mène à la généralisation. Donc aujourd'hui dans votre vie, la pensée dichotomique, concrètement, elle contribue, elle peut vous amener, c'est des problématiques potentiellement que vous rencontrez aujourd'hui, elle peut vous empêcher de vous lancer dans quelque chose. Parce que vous allez vous dire, c'est soit tout est parfait, soit c'est un échec. Donc à ce moment-là, je me lance pas parce que je sais que tout sera pas parfait. Ça va être aussi par peur d'échouer, puisque chaque échec est vécu comme un drame. Ça va vous empêcher d'avoir une bonne estime de vous. Parce que le problème, c'est quoi ? Le problème, finalement, au cœur de cette pensée, de ce biais cognitif, c'est quoi ? La vie, c'est toujours une question d'équilibre. C'est vraiment une notion qui est centrale pour tout. Et la vérité, la réalité, elle se trouve quasiment, parce qu'il y a toujours des petites exceptions à tout, elle se trouve quasiment systématiquement dans la nuance. La vie, c'est jamais noir ou blanc. C'est jamais... Il y a une catégorie, par exemple, de personnes, de produits, de ce que vous voulez, qui est systématiquement problématique, et une autre catégorie, son opposé, qui est systématiquement bénéfique, ou qui ne pose pas de problème. La réalité, elle est toujours beaucoup plus nuancée que ces deux extrêmes. Sauf qu'aujourd'hui, et on fait ça pour absolument tout, on fait ça en politique, on fait ça pour l'alimentation, on fait ça pour le sport, on fait ça pour l'éducation, on fait ça pour les médias, pour tout, pour absolument tout. Tous les trucs de la vie quotidienne, les vêtements, la mode, tout. On fonctionne de plus en plus
en tant que société, avec cette pensée dichotomique, mais vraiment en permanence. Si bien qu'on est tombé dans un truc qui s'appelle la polarisation manipulatoire, qui fait qu'on en vient à exiger des gens qu'ils choisissent un camp entre les deux. Aujourd'hui, c'est soit t'es pour la Palestine, soit t'es pour Israël, soit t'es pour l'immigration, soit t'es contre l'immigration, soit t'es pour l'écologie la plus totale, la plus rigide, on va dire, soit t'es climato-sceptique. Si vous êtes au milieu, et même pas forcément au milieu parfait entre les deux, si vous vous situez quelque part entre les deux, donc si vous êtes dans la nuance, de plus en plus, vous serez critiqué parce que vous ne vous positionnez pas. Et les gens veulent que vous vous positionniez clairement. C'est l'un ou c'est l'autre dans la tête des gens. Il y a les gentils d'un côté, il y a les méchants de l'autre. Et vous devez vous positionner en fonction de qui vous considérez être les gentils et qui vous considérez être les méchants dans l'histoire. Mais aujourd'hui, dans la tête des gens, ça devient de moins en moins concevable qu'on puisse ne pas vouloir choisir de camp, pas parce qu'on ne veut pas se positionner, mais tout simplement parce que notre position, elle est ultra nuancée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se positionner pour l'un ou pour l'autre. Parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi binaire que ça. Et dès qu'on commence à apporter un petit peu de nuance sur un des extrêmes, on est tout de suite rejeté et qualifié des pires choses. Sur certains sujets, on va dire que vous êtes raciste, on va dire que vous êtes antisémite, ça va dépendre évidemment de votre discours. On va dire que vous êtes laxiste sur certaines choses, on va dire que vous êtes inconscient. Certains vont même aller jusqu'à dire que vous êtes dangereux. Et puis, certains vont dire que vous n'avez rien compris, que vous êtes bête, que vous êtes inculte, etc., etc. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Alors oui, il y aura des cas où il y a une vérité qui sera quasiment unanime, qui sera, on va dire, indébattable. Ça arrivera, ça peut arriver. Mais c'est assez rare, en réalité, quand on regarde... Quand on prend tous les sujets et quand on regarde dans l'histoire, ça reste quand même extrêmement rare. Dans la majeure partie des cas, même s'il y a des cas où il y a un petit peu moins de nuances, il y a quand même toujours de la nuance. Moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est là où je trouve que ça devient de plus en plus dangereux, c'est que ça se répand de plus en plus, mais surtout de plus en plus vite. C'est-à-dire que j'observe une accélération à ce niveau-là. J'ai l'impression, mais vous me donnerez votre avis en commentaire, j'ai l'impression qu'avant, globalement, bien sûr il y a toujours des exceptions, mais j'ai l'impression que globalement, avant, on admettait beaucoup plus les points de vue nuancés. Bon, déjà, les points de vue des gens tout court, les points de vue des autres tout court. Mais j'ai l'impression qu'avant, on admettait plus les points de vue nuancés et qu'on était plus ouvert, justement, quand on avait des positions bien précises sur des sujets, on était plus ouvert, justement, à écouter les points de vue qui se situent à d'autres endroits entre deux extrêmes. Maintenant, j'ai vraiment le ressenti que c'est de moins en moins admis, de moins en moins accepté et qu'il y a vraiment maintenant cette pression de se positionner, de choisir, pas simplement de prendre une position n'importe laquelle même si elle est nuancée, mais de choisir entre les deux extrêmes, les deux positions. C'est ultra dangereux parce que, encore une fois, la vérité, la réalité, elle se trouve dans les nuances. Si on se positionne tous d'un côté ou de l'autre, on va forcément prendre des décisions et poser des actions qui vont nuire à des innocents,
qui vont nuire à des personnes qui n'ont rien demandé et qui vont se retrouver mélangées à des personnes, dans certains cas, qui sont réellement problématiques, réellement malveillantes, voilà, envers qui il faut réellement poser des actions fermes. Et ça, c'est juste pas possible. C'est profondément injuste et on peut pas se permettre des erreurs aussi importantes parce que là, aujourd'hui, malheureusement, on a des sujets qui sont très très sérieux. On a des guerres en cours, il y a des conflits qui sont particulièrement meurtriers en ce moment même. Et donc là, on n'est pas en train de débattre de est-ce qu'il faut être pour ou contre. Ah oui, c'est important. Attention, je veux pas que vous pensiez que je considère que c'est pas important, mais on n'est pas en train de débattre de est-ce qu'il faut boire des sodas avec ou sans sucre, est-ce qu'il faut être pour ou contre la viande rouge. On n'est pas en train de parler de ces choses-là, même si ce sont des sujets importants et qui, ils sont concernés aussi par cette pensée dichotomique. Mais là, on est quand même sur des sujets où on parle de la vie de certaines personnes. On est sur des sujets de vie ou de mort, en fait. Et je vois des choses sur les réseaux, des discours de personnes qui sont victimes de la pensée dichotomique et de la polarisation manipulatoire. Je vois des discours, si on prend un petit peu de hauteur, c'est très grave les propos de certaines personnes. Et je pense qu'elles s'en rendent même pas compte. Parce qu'en fait, elles ont tellement perdu toute capacité de nuance qu'elles réfléchissent tout en termes de ça c'est mes alliés, les gens qui sont de mon côté ou les gens que je défends, et tous ceux qui ont telle ou telle caractéristique sont mes ennemis. Alors que la réalité, c'est pas ça. Et c'est là où ça devient très dangereux. Parce que là, aujourd'hui, oui, on a des sujets qui sont concernés, qui sont un petit peu plus légers, mais on a des sujets concernés où là, on parle de la vie de personnes. On parle de conflits, on peut pas, en fait. On peut pas se permettre de tomber dans des raccourcis comme ça quand il y a la vie de personnes qui sont en jeu. Et sur tous les sujets, que ce soit Israël-Palestine, Ukraine-Russie, l'immigration, les droits LGBT, etc., etc. Toutes ces choses-là, et il y en a d'autres aussi, mais c'est un peu les sujets, on va dire, du moment. Sur tous ces sujets-là, il est question de vie ou de mort. Il est question même de survie pour certaines personnes. On ne peut pas se permettre collectivement ce genre de dérive. Et c'est une dérive. Arrêter de réfléchir et de penser avec nuance, omettre toute notion de nuance, d'exception, de machin, on ne peut pas se le permettre. À cause de cette pensée-là, il y a des personnes aujourd'hui qui tombent dans les TCA. Les TCA, ça n'a jamais été aussi important. Enfin, il n'y a jamais eu autant de personnes concernées par les TCA qu'auparavant. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais pour moi, cette pensée dichotomique, omniprésente sur les réseaux notamment, elle y est pour quelque chose. Et il y a des personnes qui meurent des TCA. Il y a des personnes qui vont subir, qui vont énormément souffrir de décisions politiques qui vont être prises avec une réflexion de c'est ça ou ça. Il y a des lois qui vont passer en mode, il y a une loi qui est très, très claire, qui est très clairement positionnée dans un des deux extrêmes, et c'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. C'est pas une loi qui est rédigée avec de la nuance. C'est pas une loi qui est rédigée avec des exceptions. Elle est très ferme, elle est positionnée dans un clan. Ça, on peut pas se le permettre en fait. On a un devoir aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, on a un devoir pour l'humanité d'arrêter de réfléchir de cette façon-là. D'arrêter déjà d'exiger des gens qui se positionnent. Déjà ça, c'est pas possible, faut qu'on arrête. Et nous-mêmes, il faut pas qu'on tombe dans ce piège de balayer toute nuance et de nous mettre nous-mêmes dans une position où on s'impose de choisir un clan et où on se dit que
Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a le pour, il y a le contre, et on doit impérativement appartenir à une catégorie, un des extrêmes, un des camps, et ensuite toutes nos actions, tout ce qu'on va dire, toutes nos prises de parole, elles doivent être dans cette lignée-là. Non, si vous voulez être juste, il faut être au plus proche des faits, au plus proche de la réalité. Et encore une fois, je le redis, la réalité, elle est dans la nuance. C'est jamais aussi simple que telle catégorie de personnes, elle pose systématiquement problème et elle doit voir ses droits être réduits ou on ne doit pas lui donner plus de droits. Bien sûr que dans ces groupes-là, il y aura des personnes problématiques. Et il faudra faire quelque chose contre ça. Mais ça ne sera pas l'entièreté du groupe. Et ça, c'est une logique qu'on peut appliquer à énormément de choses. Et après, la question, c'est aussi de définir quelle proportion du groupe pose problème, pour quelles raisons, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Mais de condamner automatiquement tout un groupe et de se dire, est-ce qu'on valide, en gros, est-ce qu'on valide ce truc-là, est-ce qu'on valide ce mode de vie-là, ou est-ce qu'on l'interdit, parce que c'est un peu ça sur beaucoup de sujets. Est-ce que c'est validé et on donne, entre guillemets, tous les droits, presque, voilà, les pleins pouvoirs, entre guillemets, et on donne tous les droits à cette catégorie-là, à ce groupe-là, ou est-ce que c'est totalement interdit? Mais non, en fait. Il n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Donc que ce soit par rapport à des sujets, on va dire, de société, des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., ou que ce soit par rapport à vous-même, voilà, dans votre propre vie, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour sortir de cette pensée dichotomique et en tout cas ne pas tomber dans le piège où, au bout d'un moment, on finira par ne plus penser que comme ça. En fait, on aura totalement perdu toute capacité d'être nuancé. La première chose à faire, déjà, c'est de prendre conscience de cette distorsion, c'est de prendre conscience du fait qu'on est en plein dedans. Donc, ça va demander évidemment un effort mental. Voilà, c'est sûr et certain, on ne va pas pouvoir y couper. Mais l'objectif, ça va être... Alors, à la limite, on pourrait peut-être faire une liste, éventuellement, de sujets. Ça pourrait être une idée. Ou alors... plus simplement, mais ça peut être, c'est vrai, un petit peu compliqué, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre le temps pour le faire. S'imposer, entre guillemets, à chaque fois qu'on exprime une opinion sur quelque chose, de se demander, est-ce que je suis en train de penser de manière binaire? Est-ce que, là, actuellement, je suis en train de considérer que deux possibilités qui sont, qui plus est, deux extrêmes, ou est-ce que mon avis, ma position, ma pensée est nuancée? Vous pouvez commencer par exemple avec des sujets de société et après passer à votre propre vie. Quand je dis votre propre vie, c'est par exemple tout ce que j'ai évoqué par rapport aux relations, l'estime de soi, le travail, etc. C'est à ça que je fais référence. Et la question qu'on va se poser ensuite, l'idée, ça va être justement de ramener de la nuance, ou en tout cas, dans un premier temps, d'explorer la nuance, en commençant par cette question de est-ce qu'il y a d'autres possibilités entre ces deux extrêmes? Est-ce que c'est possible que finalement, la réalité ne soit pas aussi binaire que ça, ne soit pas aussi simple que ça? Et d'aller rechercher, alors dans certains cas, de se renseigner davantage sur les faits, et pas d'aller écouter des médias qui sont très clairement positionnés dans un des deux extrêmes, mais d'aller vraiment chercher le plus possible dans les faits. Et puis, dans certains cas, l'idée, ça va être, on peut le faire à l'écrit d'ailleurs, d'aller trouver des nuances intermédiaires. Ça peut être des exceptions à une sorte de règle de généralisation qu'on avait faite. Là, l'objectif, ça va être d'aller chercher des exceptions, des cas de figure où finalement
cette pensée n'était pas vraie, dans l'idée toujours de se dire, est-ce que c'est pas possible de nuancer un peu ce point de vue? Est-ce que la réalité ne serait pas plus nuancée que ce point de vue? Et du coup, quels éléments nuancent ce point de vue? Puisque, comme on l'a vu, il y a toujours de la nuance. Encore une fois, je le reprécise, je dis toujours de la nuance. Il y a des rares exceptions. Et ça va être des choses sur lesquelles il y aura honnêtement pas vraiment de débat. Ensuite, ce qu'on peut faire, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment cette notion de perfectionnisme qui était impliquée avec la pensée dichotomique, ce qu'on peut faire, ça va être justement d'intégrer petit à petit, ou en tout cas déjà dans un premier temps, de s'ouvrir à la notion d'imperfection. Ça va passer notamment par le fait d'accepter, de se rendre compte et d'accepter que l'être humain, dans sa nature, est imparfait. J'en parle notamment beaucoup dans mes masterclass La Clé et le Code, et on voit également dans ces masterclass-là comment s'ouvrir à l'imperfection et surtout comment dépasser cette injonction au perfectionnisme. Éviter de tomber dans le piège de la pensée dichotomique systématique, ça passe aussi par le langage. On peut faire en sorte d'adapter notre langage pour y inclure plus de souplesse, dans le sens où, avec la pensée dichotomique, comme avec la généralisation, qui sont assez proches, on retrouve beaucoup des termes comme toujours, jamais, tout le temps, toutes les personnes qui, tous les êtres humains qui. Déjà, le simple fait de s'exprimer plutôt avec des souvent, parfois, certains, au lieu de dire tous, certains, dans certains cas. Ce qui implique que c'est pas dans absolument tous les cas. La majorité, c'est pas tous. Donc déjà, rien que le fait de se reprendre, quand on sent qu'on bascule là-dedans, le simple fait de se reprendre au niveau de notre langage pour inclure ça, ça permet de commencer déjà à enrayer cette pensée dichotomique systématique. Et puis évidemment, ça passe aussi par le fait de travailler sur l'estime de soi, puisqu'on a vu qu'il y avait un fort lien entre les deux, enfin surtout un fort impact négatif de la pensée dichotomique sur l'estime de soi. Donc l'idée, ça va être de retravailler, de reconsidérer même toute la notion de valeur, puisqu'on a vu qu'elle n'était pas forcément associée aux bonnes choses quand on était dans la pensée dichotomique. Donc il faut impérativement revoir toutes ces notions-là. Et à nouveau, c'est ce que je vous propose de faire aussi dans mes masterclass. L'objectif, il est simple. C'est progressivement, petit à petit, de réactiver les zones du cerveau qui vont nous permettre d'avoir un raisonnement beaucoup plus nuancé et du coup, par la même occasion, une meilleure régulation au niveau des émotions. Je ne veux pas que cet épisode soit pris comme, un discours accusateur ou moralisateur. Mon but, c'est pas de faire la morale aux gens, parce que justement, j'ai presque envie de dire que si vous tombez dans ce piège-là, en fait, tout joue contre vous. C'est presque un truc qui a été quasiment orchestré contre vous. Puisque, comme je l'ai dit, il y a même des politiques, enfin des personnes même, qui ont des intérêts particuliers, qui vont faire en sorte que les gens tombent de plus en plus là-dedans parce que ça sert leurs intérêts. Donc, je suis pas du tout là pour vous faire la morale ou pour vous reprocher des choses. Je veux pas que ça soit pris comme ça, parce que c'est pas l'objectif et ça va pas vous faire avancer de toute façon. L'objectif, c'est de planter une petite graine dans votre cerveau pour que la prochaine fois que vous êtes dans une discussion avec des gens, avec des proches, des amis, la prochaine fois que vous ouvrez Instagram, vous ouvrez X, vous ouvrez TikTok, et que vous tombez sur des contenus avec un discours qui est dans un extrême, avec cette polarisation manipulatoire, ce truc de « il faut choisir un camp », vous vous rappeliez de cet épisode
et que ça vous pousse, si vous auriez été automatiquement tenté, enfin vous auriez eu tendance automatiquement à tomber dedans, à tomber dans le piège, que ça vous pousse à marquer une pause, à vous dire « Oula, attention, là, ce discours-là, il n'est pas très nuancé, et je vais aller chercher par moi-même, je vais faire des recherches sur le sujet avant d'adopter une position. » Il y a des choses parfois, enfin moi je tombe sur des contenus sur un sujet, c'est pas un truc vraiment qui me parle ou qui m'intéresse. C'est pas parce que j'entends un discours là-dessus que je vais adopter une position sur le sujet. En fait, je vais regarder ça et je vais pas forcément avoir plus un avis sur le sujet. Par contre, il y a des sujets, parce que ça nous touche, parce que ça nous concerne au quotidien, dès qu'on va tomber sur un contenu sur le sujet, on va avoir tendance à vouloir se positionner là-dessus. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'avant de prendre une position, que ce soit ouvertement ou que ce soit simplement dans votre tête, avant de prendre position, examinez tous les éléments. Regardez les chiffres, regardez les faits, pas simplement ce que la personne elle a dit, regardez les faits. Demandez-vous, confrontez ça aussi à vous, ce que vous avez observé, à ce que vous avez appris de l'histoire. Confrontez ça au réel et demandez-vous si il n'y a pas la possibilité, si la vérité ne se situerait pas dans la nuance et dans quelle nuance. Et là, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait ça, là, vous pourrez vous positionner. Et je ne suis pas voyante, et d'ailleurs, vous connaissez ma position et mon avis sur la voyance, mais je pense que plus vous allez faire ça, je peux même vous garantir que plus vous allez faire ça, plus les positions que vous allez prendre, elles seront dans la nuance. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous aimeriez que je fasse d'autres épisodes d'ailleurs sur un petit peu une analyse comme ça d'un biais cognitif en particulier ou d'une dissonance cognitive aussi, ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez envie de me faire part de votre propre ressenti, de votre propre avis là-dessus, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire et d'échanger avec vous là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.